Aujourd'hui, je vais vous lire la dernière partie de L'Amant de Marguerite Duras. De temps en temps, ma mère décrète: Demain, on va chez le photographe. Elle se plaint du prix, mais elle fait quand même les frais des photos de famille. Les photos, on les regarde. On ne se regarde pas, mais on regarde les photographies, chacun séparément, sans un mot de commentaire, mais on les regarde, on se voit. On voit les autres membres de la famille un par un ou rassemblés. On se revoit quand on était très petit sur les anciennes photos et on se regarde sur les photos récentes. La séparation a encore grandi entre nous. Une fois regardées, les photos sont rangées avec le linge dans les armoires. Ma mère nous fait photographier pour pouvoir nous voir si nous grandissons normalement. Elle nous regarde longuement comme d'autres mères, d'autres enfants. Elle compare les photos entre elles, elle parle de la croissance de chacun. Personne ne lui répond. Ma mère ne fait photographier que ses enfants, jamais rien d'autre. Je n'ai pas de photographie de Villeneuve, aucune. Du jardin, du fleuve, des avenues droites bordées des tamariniers de la conquête française, aucune de la maison, de nos chambres d'asile blanchies à la chaux, avec les grands lits en fer noir et doré, éclairés comme les classes d'école avec les ampoules rougeoyantes des avenues, les abat-jours en tôle verte, aucune image de ces endroits incroyables, toujours provisoires, à fuir, dans lesquels ma mère campait en attendant, disait-elle, de s'installer vraiment, mais en France, dans ces régions dont elle a parlé toute sa vie et qui se situaient selon son humeur, son âge, sa tristesse, entre le Pas-de-Calais et l'Entre-deux-Mers. Lorsqu'elle s'arrêtera pour toujours, qu'elle s'installera dans la Loire, sa chambre sera la redite de celle de Sadek, terrible. Elle aura oublié. Elle ne faisait jamais de photos de lieux, de paysages. Rien que de nous, ses enfants, et la plupart du temps, elle nous groupait pour que la photo coûte moins cher. Les quelques photos d'amateurs qui ont été prises de nous l'ont été par des amis de ma mère. Des collègues nouveaux arrivants à la colonie qui prenaient des vues du paysage équatorial, cocotiers et coulis pour envoyer à leur famille. Mystérieusement, ma mère montre les photographies de ses enfants à sa famille pendant ses congés. Nous ne voulons pas aller dans cette famille. Mes frères ne l'ont jamais connue. Moi, la plus petite d'abord, elle m'y traînait. Et puis ensuite, je n'y suis plus allée parce que mes tantes, à cause de ma conduite scandaleuse, ne voulaient plus que leur fille me voie. Alors il ne reste à ma mère que les photographies à montrer, alors ma mère les montre, logiquement, raisonnablement, elle montre à ses cousines germaines les enfants qu'elle a. Elle se doit de le faire. Alors elle le fait. Ses cousines, c'est ce qui reste de la famille, alors elle leur montre les photos de la famille. Est-ce qu'on aperçoit quelque chose de cette femme à travers cette façon d'être, à travers cette disposition qu'elle a d'aller jusqu'au bout des choses sans jamais imaginer qu'elle pourrait abandonner, laisser là, les cousines, la peine, la corvée? Je le crois. C'est dans cette vaillance de l'espèce absurde que moi je retrouve la grâce profonde. Quand elle a été vieille, les cheveux blancs, elle est allée aussi chez le photographe. Elle y est allée seule. Elle s'est fait photographier avec sa belle robe rouge sombre et ses deux bijoux, son sautoir et sa broche en or et jade, un petit tronçon de jade embouti d'or. Sur la photo, elle est bien coiffée, pas un pli, une image. Les indigènes aisés allaient eux aussi au photographe une fois par existence quand ils voyaient que la mort approchait. Elles étaient encadrées dans des beaux cadres dorés et accrochées près de l'autel des ancêtres. Tous les gens photographiés, j'en ai vu beaucoup, donnaient presque la même photo, leur ressemblance était hallucinante. Ce n'est pas seulement que la vieillesse se ressemble, c'est que les portraits étaient retouchés toujours, et de telle façon que les particularités du visage
s'il en restait encore, était atténué. Les visages étaient apprêtés de la même façon pour affronter l'éternité. Ils étaient gommés, uniformément rajeunis. C'était ce que voulaient les gens. Cette ressemblance, cette discrétion, devaient habiller le souvenir de leur passage à travers la famille, témoigner à la fois de la singularité de celui-ci et de son effectivité. Plus ils se ressemblaient et plus l'appartenance au rang de la famille devait être patente. De plus, tous les hommes avaient le même turban, les femmes le même chignon, les mêmes coiffures tirées, les hommes et les femmes la même robe à col droit. Ils avaient tous le même air que je reconnaîtrais encore entre tous. Et cet air qu'avait ma mère dans la photographie de la robe rouge était le leur. C'était celui-là noble, diraient certains, et certains autres effacés. Il n'en parle plus jamais. C'est une chose entendue qu'il ne tentera plus rien auprès de son père pour l'épouser, que le père n'aura aucune pitié pour son fils. Il n'en a pour personne. De tous les immigrés chinois qui tiennent le commerce du poste entre leurs mains, celui des terrasses bleues est le plus terrible, le plus riche, celui dont les biens s'étendent le plus loin au-delà de Sadek jusqu'à Cholène, la capitale chinoise de l'Indochine française. L'homme de Cholène sait que la décision de son père et celle de l'enfant sont les mêmes et qu'elles sont sans appel. À un moindre degré, il commence à entendre que le départ qui le séparera d'elle est la chance de leur histoire, que celle-ci n'est pas de la sorte qu'il faut pour être mariée, qu'elle se sauverait de tout mariage, qu'il faudra l'abandonner, l'oublier, la redonner au blanc, à ses frères. Depuis qu'il était fou de son corps, la petite fille ne souffrait plus de la voir, de sa minceur, et de même, étrangement, sa mère ne s'en inquiétait plus comme elle faisait avant, tout comme si elle avait découvert, elle aussi, que ce corps était finalement plausible, acceptable autant qu'un autre. Lui, l'amant de Cholène, il croit que la croissance de la petite Blanche a pâti de la chaleur trop forte. Lui aussi, il est né et il a grandi dans cette chaleur. Il se découvre à voir avec elle cette parenté-là. Il dit que toutes ces années passées ici, à cette intolérable latitude, ont fait qu'elle est devenue une jeune fille de ce pays de l'Indochine. Qu'elle a la finesse de leurs poignets, leurs cheveux drus dont on dirait qu'ils ont pris pour eux toute la force, longs comme les leurs, et surtout cette peau de tout le corps qui vient de l'eau de la pluie qu'on garde ici pour le bain des femmes, des enfants. Il dit que les femmes de France, à côté de celles-ci, ont la peau du corps dure, presque rêche. Il dit encore que la nourriture pauvre des tropiques, faite de poissons, de fruits, y est aussi pour quelque chose, et aussi les cotonnades et les soies dont les vêtements sont faits, toujours larges ces vêtements, qui laissent le corps loin d'eux, libre, nu. L'amant de Cholène s'est fait à l'adolescence de la petite Blanche jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à elle chaque soir a engagé son temps, sa vie. Il ne lui parle presque plus. Peut-être croit-il qu'elle ne comprendrait plus ce qu'il lui dirait d'elle, de cet amour qu'il ne connaissait pas encore et dont il ne sait rien dire. Peut-être découvre-t-il qu'ils ne se sont jamais encore parlé, sauf lorsqu'ils s'appellent, dans les cris de la chambre le soir. Oui, je crois qu'il ne savait pas, il découvre qu'il ne savait pas. Il la regarde. Les yeux fermés, il la regarde encore. Il respire son visage. Il respire l'enfant. Les yeux fermés, il respire sa respiration, cet air chaud qui ressort d'elle. Il discerne de moins en moins clairement les limites de ce corps. Celui-ci n'est pas comme les autres, il n'est pas fini. Dans la chambre, il grandit encore. Il est encore sans formes arrêtées, à tout instant en train de se faire. Il n'est pas seulement là où il le voit. Il est ailleurs aussi. Il s'étend au-delà de la vue, vers le jeu, la mort. Il est souple. Il part tout entier dans la jouissance comme s'il était grand, en âge. Il est sans malice, d'une intelligence effrayante. Je regardais ce qu'il faisait de moi, comme il se servait de moi et je n'avais jamais pensé qu'on pouvait le faire de la sorte,
Il allait au-delà de mon espérance et conformément à la destinée de mon corps. Ainsi j'étais devenue son enfant. Il était devenu autre chose aussi pour moi. Je commençais à reconnaître la douceur inexprimable de sa peau, de son sexe au-delà de lui-même. L'ombre d'un autre homme aussi devait passer par la chambre, celle d'un jeune assassin. Mais je ne le savais pas encore, rien n'en apparaissait encore à mes yeux. Celle d'un jeune chasseur aussi devait passer par la chambre, mais pour celle-là, oui, je le savais. Quelquefois il était présent dans la jouissance et je le lui disais à l'amant de Cholène. Je lui parlais de son corps et de son sexe aussi, de son ineffable douceur, de son courage dans la forêt et sur les rivières aux embouchures des panthères noires. Tout allait à son désir et le faisait me prendre. J'étais devenue son enfant. C'était avec son enfant qu'il faisait l'amour chaque soir. Et parfois il prend peur, tout à coup, il s'inquiète de sa santé comme s'il découvrait qu'elle était mortelle et que l'idée le traversait qu'il pouvait la perdre. Qu'elle soit si mince, tout à coup, et il prend peur aussi quelquefois brutalement, et de ce mal de tête aussi, qui souvent la fait mourante, livide, immobile, un bandeau humide, sur les yeux. Et de ce dégoût aussi qu'elle a quelquefois de la vie quand ça la prend, qu'elle pense à sa mère et que subitement elle crie et pleure de colère à l'idée de ne pas pouvoir changer les choses, faire la mère heureuse avant qu'elle meure, tuer ceux qui ont fait ce mal. Le visage contre le sien, il prend ses pleurs, il l'écrase contre lui, fou du désir de ses larmes, de sa colère. Il la prend comme il prendrait son enfant. Il prendrait son enfant de même. Il joue avec le corps de son enfant, il le retourne, il s'en recouvre le visage, la bouche, les yeux. Et elle continue à s'abandonner dans la direction exacte qu'il a prise quand il a commencé à jouer. Et d'un seul coup, c'est elle qui le supplie, elle ne dit pas de quoi. Et lui, il lui crie de se taire, il crie qu'il ne veut plus d'elle, qu'il ne veut plus jouir d'elle, et les voici de nouveau pris entre eux, verrouillés entre eux dans l'épouvante, et voici que cette épouvante se défait encore, qu'il lui cède encore, dans les larmes, le bonheur, le désespoir. Ils se taisent tout au long du soir. Dans l'auto noir qui la ramène à la pension, elle met sa tête contre son épaule. Il l'enlace. Il lui dit que c'est bien, que le bateau de France vienne bientôt et l'emmène et les sépare. Ils se taisent pendant le trajet. Quelquefois il demande au chauffeur d'aller le long du fleuve faire un tour. Elle s'endort, exténuée contre lui. Il la réveille avec des baisers. Dans le dortoir, la lumière est bleue. Il y a une odeur d'encens. On en fait toujours brûler au crépuscule. La chaleur est stagnante. Toutes les fenêtres sont grandes ouvertes et il n'y a pas un souffle d'air. J'enlève mes chaussures pour ne pas faire de bruit, mais je suis tranquille. Je sais que la surveillante ne se lèvera pas, que c'est admis maintenant que je rentre la nuit à l'heure que je veux. Je vais tout de suite voir la place de Hachel, toujours avec un peu d'inquiétude, toujours dans la peur qu'elle se soit enfuie de la pension pendant la journée. Elle est là. Elle dort bien, Hachel. J'ai le souvenir d'un sommeil buté, presque hostile, de refus. Ses bras nus entourent sa tête abandonnée. Le corps n'est pas convenablement couché comme celui des autres filles. Ses jambes sont repliées. On ne voit pas son visage, son oreiller a glissé. Je devine qu'elle a dû m'attendre et puis s'endormir ainsi dans l'impatience, la colère. Elle a dû pleurer aussi et puis tomber dans le gouffre. Je voudrais bien la réveiller et qu'on parle ensemble tout bas. Je ne parle plus avec l'homme de Cholène, il ne parle plus avec moi. J'ai besoin d'entendre les questions de Hachel. Elle a cette attention incomparable des gens qui n'entendent pas ce que l'on dit. Mais ce n'est pas possible que je la réveille. Une fois réveillée ainsi, en pleine nuit, Hachel ne peut plus se rendormir. Elle se lève, elle a envie de sortir, elle le fait. Elle dévale les escaliers, elle va dans les couloirs, les grandes cours vides, elle court, elle m'appelle,
Elle est si heureuse. On ne peut rien contre ça, et quand on la prive de promenade, on sait que c'est ce qu'elle attend. J'hésite, et puis non, je ne la réveille pas. Sous la moustiquaire, la chaleur est étouffante. Quand on la referme, elle paraît impossible à supporter. Mais je sais que c'est parce que je viens du dehors, des rives du fleuve où il fait toujours frais la nuit. J'ai l'habitude, je ne bouge pas, j'attends que ça passe. Ça passe. Je ne m'endors jamais tout de suite malgré ces fatigues nouvelles dans ma vie. Je pense à l'homme de Chollen. Il doit être dans une boîte de nuit du côté de la source avec son chauffeur. Ils doivent boire en silence. C'est l'alcool de riz quand ils sont entre eux. Ou bien il est rentré. Il s'est endormi dans la lumière de la chambre, toujours sans parler à personne. Ce soir-là, je ne peux plus supporter la pensée de l'homme de Chollen. Je ne peux plus supporter celle de Hachel. Il semblerait qu'ils aient leur vie comblée, que ça leur vienne du dehors d'eux-mêmes. Il semblerait que je n'ai rien de pareil. La mère dit « Celle-ci, elle ne sera jamais contente de rien. » Je crois que ma vie a commencé à se montrer à moi. Je crois que je sais déjà me le dire, j'ai vaguement envie de mourir. Ce mot, je ne le sépare déjà plus de ma vie. Je crois que j'ai vaguement envie d'être seule. De même, je m'aperçois que je ne suis plus seule depuis que j'ai quitté l'enfance, la famille du chasseur. Je vais écrire des livres. C'est ce que je vois au-delà de l'instant, dans le grand désert sous les traits duquel m'apparaît l'étendue de ma vie. Je ne sais plus quels étaient les mots du télégramme de Saïgon. Si on disait que mon petit frère était décédé, ou si on disait « rappeler à Dieu ». Il me semble me souvenir que c'était rappeler à Dieu. L'évidence m'a traversée. Ce n'était pas elle qui avait pu envoyer le télégramme. Le petit frère, mort. D'abord c'est inintelligible et puis, brusquement, de partout, du fond du monde. La douleur arrive. Elle m'a recouverte, elle m'a emportée. Je ne reconnaissais rien, je n'ai plus existé sauf la douleur. Laquelle? Je ne savais pas laquelle. Si c'était celle d'avoir perdu un enfant quelques mois plus tôt qui revenait ou si c'était une nouvelle douleur. Maintenant, je crois que c'était une nouvelle douleur. Mon enfant mort à la naissance, je ne l'avais jamais connu et je n'avais pas voulu me tuer comme là. Je le voulais. On s'était trompé. L'erreur qu'on avait faite en quelques secondes a gagné tout l'univers. Le scandale était à l'échelle de Dieu. Mon petit frère était immortel et on ne l'avait pas vu. L'immortalité avait été recelée par le corps de ce frère tandis qu'il vivait et nous, on n'avait pas vu que c'était dans ce corps-là que se trouvait être logée l'immortalité. Le corps de mon frère était mort. L'immortalité était morte avec lui. Et ainsi allait le monde maintenant, privé de ce corps visité et de cette visite. On s'était trompé complètement. L'erreur a gagné tout l'univers, le scandale. Du moment qu'il était mort, lui, le petit frère, tout devait mourir à sa suite. Et par lui. La mort en chaîne partait de lui l'enfant. Le corps mort de l'enfant, lui, ne se ressentait en rien de ces événements dont il était cause. L'immortalité qu'il avait abritée pendant 27 ans de sa vie, il n'en connaissait pas le nom. Personne ne voyait clair que moi. Et du moment que j'accédais à cette connaissance-là, si simple, à savoir que le corps de mon petit frère était le mien aussi, je devais mourir. Et je suis morte. Mon petit frère m'a rassemblée à lui, il m'a tirée à lui et je suis morte. Il faudrait prévenir les gens de ces choses-là, leur apprendre que l'immortalité est mortelle, qu'elle peut mourir, que c'est arrivé, que cela arrive encore, qu'elle ne se signale pas en tant que telle jamais, qu'elle est la duplicité absolue, qu'elle n'existe pas dans le détail mais seulement dans le principe.
que certaines personnes peuvent en receler la présence à condition qu'elles ignorent le faire, de même que certaines autres personnes peuvent en déceler la présence chez ces gens, à la même condition qu'elles ignorent le pouvoir, que c'est tandis qu'elle se vit que la vie est immortelle, tandis qu'elle est en vie, que l'immortalité ce n'est pas une question de plus ou moins de temps, que ce n'est pas une question d'immortalité, que c'est une question d'autre chose qui reste ignorée, que c'est aussi faux de dire qu'elle est sans commencement ni fin que de dire qu'elle commence et qu'elle finit avec la vie de l'esprit du moment que c'est de l'esprit qu'elle participe et de la poursuite du vent. Regardez les sables morts des déserts, le corps mort des enfants. L'immortalité ne passe pas par là, elle s'arrête et contourne. Pour le petit frère, il s'est agi d'une immortalité sans défaut, sans légende, sans accident pur d'une seule portée. Le petit frère n'avait rien à crier dans le désert, il n'avait rien à dire, ailleurs ou ici même rien. Il était sans instruction, il n'était jamais arrivé à s'instruire de quoi que ce soit. Il ne savait pas parler, à peine lire, à peine écrire. Parfois on croyait qu'il ne savait même pas souffrir. C'était quelqu'un qui ne comprenait pas et qui avait peur. Cet amour insensé que je lui porte reste pour moi un insondable mystère. Je ne sais pas pourquoi je l'aimais à ce point-là de vouloir mourir de sa mort. J'étais séparée de lui depuis 10 ans quand c'est arrivé et je ne pensais que rarement à lui. Je l'aimais, semblait-il, pour toujours et rien de nouveau ne pouvait arriver à cet amour. J'avais oublié la mort. On parlait peu ensemble, on parlait très peu du frère aîné, de notre malheur, de celui de la mer, de celui de la plaine. On parlait plutôt de la chasse, de carabines, de mécanique, des autos. Il se mettait en colère contre l'auto cassée et il me racontait, il me décrivait les bagnoles qu'il aurait plus tard. Je connaissais toutes les marques des carabines de chasse et toutes celles des bagnoles. On parlait aussi, bien sûr, d'être dévoré par les tigres si on ne faisait pas attention, ou de se noyer dans le rack si on continuait à nager dans les courants. Il était de 2 ans mon aîné. Le vent s'est arrêté et il fait sous les arbres la lumière surnaturelle qui suit la pluie. Des oiseaux crient de toute leur force, des démons. Ils s'aiguisent le bec contre l'air froid, ils le font sonner dans toute son étendue de façon presque assourdissante. Les paquebots remontaient la rivière de Saïgon, moteurs arrêtés tirés par des remorqueurs, jusqu'aux installations portuaires qui se trouvaient dans celle des boucles du Mékong, qui est à la hauteur de Saïgon. Cette boucle, ce bras du Mékong, s'appelle la rivière de Saïgon. L'escale était de 8 jours. Du moment que les bateaux étaient à quai, la France était là. On pouvait aller dîner en France, y danser. C'était trop cher pour ma mère et de plus pour elle, ce n'était pas la peine. Mais avec lui, l'amant de Cholène, on aurait pu y aller. Il n'y allait pas parce qu'il aurait eu peur d'être vu avec la petite Blanche si jeune. Il ne le disait pas, mais elle le savait. À cette époque-là, et ce n'est pas encore si loin, à peine 50 ans, il n'y avait que les bateaux pour aller partout dans le monde. De grandes fractions des continents étaient encore sans route, sans chemin de fer. Sur des centaines, des milliers de kilomètres carrés, il n'y avait encore que les chemins de la préhistoire. C'étaient les beaux paquebots des messageries maritimes, les mousquetaires de la ligne, le Porthos, le D'Artagnan, l'Aramis, qui reliaient l'Indochine à la France. Ce voyage-là durait 24 jours. Les paquebots des lignes étaient déjà des villes avec des rues, des bars, des cafés, des bibliothèques, des salons, des rencontres, des amants, des mariages, des morts. Des sociétés de hasard se formaient, elles étaient obligées, on le savait, on ne l'oubliait pas, et de ce fait elles devenaient vivables, et même parfois inoubliables d'agrément. C'étaient là les seuls voyages des femmes. Pour beaucoup d'entre elles surtout, mais pour certains hommes parfois, les voyages pour se rendre à la colonie restaient la véritable aventure de l'entreprise. Pour la mère, ils avaient toujours été, avec notre petite enfance,
ce qu'elle appelait le meilleur de sa vie. Les départs, c'était toujours les mêmes départs. C'étaient toujours les premiers départs sur les mers. La séparation d'avec la terre s'était toujours faite dans la douleur et le même désespoir, mais ça n'avait jamais empêché les hommes de partir, les Juifs, les hommes de la pensée et les purs voyageurs du seul voyage sur la mer, et ça n'avait jamais empêché non plus les femmes de les laisser aller, elles qui ne partaient jamais, qui restaient garder le lieu natal, la race, les biens, la raison d'être du retour. Pendant des siècles, les navires avaient fait que les voyages étaient plus lents, plus tragiques aussi qu'ils ne le sont de nos jours. La durée du voyage couvrait la longueur de la distance de façon naturelle. On était habitué à ces lentes vitesses humaines sur la terre et sur la mer, à ces retards, à ces attentes du vent, des éclaircies, des naufrages, du soleil, de la mort. Les paquebots qu'avait connus la petite Blanche étaient parmi les derniers courriers du monde. C'était pendant sa jeunesse en effet que les premières lignes d'avion avaient été instituées, qui devaient progressivement priver l'humanité des voyages à travers les mers. On allait encore chaque jour dans la garçonnière de Cholène. Il faisait comme d'habitude, pendant tout un temps il faisait comme d'habitude, il me douchait avec l'eau des jarres et il me portait sur le lit. Il venait près de moi. Il s'allongeait aussi, mais il était devenu sans force aucune, sans puissance aucune. La date du départ, même encore lointaine une fois fixée, il ne pouvait plus rien faire avec mon corps. Il avait un très doux sourire d'excuse. Il disait que peut-être ça ne reviendrait plus jamais. Je lui demandai s'il aurait voulu cela. Il riait presque. Il disait « Je ne sais pas. En ce moment peut-être que oui. » Sa douceur était restée entière dans la douleur. Il ne parlait pas de cette douleur. Il n'en avait jamais dit un mot. Parfois son visage tremblait. Il fermait les yeux et ses dents se serraient. Mais il se taisait toujours sur les images qu'il voyait derrière ses yeux fermés. On aurait dit qu'il aimait cette douleur, qu'il l'aimait comme il m'avait aimé très fort, jusqu'à mourir peut-être, et que maintenant il la préférait à moi. Des fois, il disait qu'il voulait me caresser parce qu'il savait que j'en avais une grande envie et qu'il voulait me regarder lorsque la jouissance se produirait. Il le faisait. Il me regardait en même temps et il m'appelait comme son enfant. On avait décidé de ne plus se voir, mais ce n'était pas possible. Ça n'avait pas été possible. Chaque soir, je le retrouvais devant le lycée dans son automobile noire, la tête détournée de la honte. Lorsque l'heure du départ approchait, le bateau lançait 3 coups de sirène, très longs, d'une force terrible. Il s'entendait dans toute la ville et du côté du port le ciel devenait noir. Les remorqueurs s'approchaient alors du bateau et le tiraient vers la travée centrale de la rivière. Lorsque c'était fait, les remorqueurs larguaient leurs amarres et revenaient vers le port. Alors le bateau encore une fois disait adieu. Il lançait de nouveau ses mugissements terribles et si mystérieusement tristes qui faisaient pleurer les gens, non seulement ceux du voyage, ceux qui se séparaient, mais ceux qui étaient venus regarder aussi, et ceux qui étaient là sans raison précise, qui n'avaient personne à qui penser. Le bateau ensuite très lentement, avec ses propres forces, s'engageait dans la rivière. Longtemps on voyait sa forme haute avancer vers la mer. Beaucoup de gens restaient là à le regarder, à faire des signes de plus en plus ralentis, de plus en plus découragés, avec leurs écharpes, leurs mouchoirs. Et puis, à la fin, la terre emportait la forme du bateau dans sa courbure. Elle aussi, c'était lorsque le bateau avait lancé son premier adieu, quand on avait relevé la passerelle et que les remorqueurs avaient commencé à le tirer, à l'éloigner de la terre, qu'elle avait pleuré. Elle l'avait fait sans montrer ses larmes, parce qu'il était chinois et qu'on ne devait pas pleurer ce genre d'amant, sans montrer à sa mère et à son petit frère qu'elle avait de la peine, sans montrer rien comme c'était l'habitude entre eux. Sa grande automobile était là, longue et noire, avec à l'avant le chauffeur en blanc. Elle était un peu à l'écart du parc à voitures des messageries maritimes, isolée. Elle l'avait reconnu à ces signes-là.
C'était lui à l'arrière, cette forme à peine visible, qui ne faisait aucun mouvement, terrassée. Elle était accoudée au bastingage, comme la première fois sur le bac. Elle savait qu'il la regardait. Elle le regardait, elle aussi. Elle ne le voyait plus, mais elle regardait encore vers la forme de l'automobile noire. Et puis, à la fin, elle ne l'avait plus vu. Le port s'était effacé, et puis la terre. Il y avait la mer de Chine, la mer Rouge, l'océan Indien, le canal de Suez. Le matin, on se réveillait et c'était fait. On le savait à l'absence de trépidation, on avançait dans les sables. Mais avant tout, il y avait cet océan. C'était le plus loin, le plus vaste. Il touchait le pôle sud, le plus long entre les escales, entre Ceylan et la Somalie. Certaines fois, il était si calme et le temps si pur, si doux, qu'il s'agissait, quand on le traversait, comme d'un autre voyage que celui à travers la mer. Alors tout le bateau s'ouvrait, les salons, les coursives, les hublots. Les passagers fuyaient leurs cabines torrides et dormaient à même le pont. Au cours d'un voyage, pendant la traversée de cet océan, tard dans la nuit, quelqu'un était mort. Elle ne sait plus très bien si c'était au cours de ce voyage-là ou d'un autre voyage que c'était arrivé. Il y avait des gens qui jouaient aux cartes dans le bar des Premières. Parmi ces joueurs, il y avait un jeune homme et, à un moment donné, ce jeune homme, sans un mot, avait posé ses cartes, était sorti du bar, avait traversé le pont en courant et s'était jeté dans la mer. Le temps d'arrêter le bateau qui était en pleine vitesse et le corps s'était perdu. Non, à l'écrire, elle ne voit pas le bateau mais un autre lieu, celui où elle a entendu raconter l'histoire. C'était Sadek. C'était le fils de l'administrateur de Sadek. Elle le connaissait, il était aussi au lycée de Saïgon. Elle se souvient, très grand, le visage très doux, brun, les lunettes d'écaille. Rien n'avait été retrouvé dans la cabine, aucune lettre. L'âge est resté dans la mémoire, terrifiant le même, 17 ans. Le bateau était reparti à l'aube. Le plus terrible, c'était ça. Le lever du soleil, la mer vide et la décision d'abandonner les recherches. La séparation. Et une autre fois, c'était au cours de ce même voyage, pendant la traversée de ce même océan, la nuit de même était déjà commencée. Il s'est produit dans le grand salon du pont principal l'éclatement d'une valse de Chopin qu'elle connaissait de façon secrète et intime, parce qu'elle avait essayé de l'apprendre pendant des mois et qu'elle n'était jamais arrivée à la jouer correctement, jamais, ce qui avait fait qu'ensuite sa mère avait consenti à lui faire abandonner le piano. Cette nuit-là, perdue entre les nuits et les nuits, de cela elle était sûre, la jeune fille l'avait justement passée sur ce bateau et elle avait été là quand cette chose s'était produite, cet éclatement de la musique de Chopin sous le ciel illuminé de brillance. Il n'y avait pas un souffle de vent et la musique s'était répandue partout dans le paquebot noir, comme une injonction du ciel dont on ne savait pas à quoi elle avait trait, comme un ordre de Dieu dont on ignorait la teneur. Et la jeune fille s'était dressée comme pour aller à son tour se tuer, se jeter à son tour dans la mer, et après elle avait pleuré parce qu'elle avait pensé à cet homme de Cholène, et elle n'avait pas été sûre tout à coup de ne pas l'avoir aimé d'un amour qu'elle n'avait pas vu parce qu'il s'était perdu dans l'histoire, comme l'eau dans le sable, et qu'elle le retrouvait seulement maintenant, à cet instant de la musique jetée à travers la mer, comme plus tard l'éternité du petit frère à travers la mort. Autour d'elle, les gens dormaient, recouverts par la musique, mais pas réveillés par elle, tranquilles. La jeune fille pensait qu'elle venait de voir la nuit la plus calme qui serait jamais survenue dans l'océan Indien. Elle croit que c'est pendant cette nuit-là aussi qu'elle a vu arriver sur le pont son jeune frère avec une femme. Ils s'étaient accoudés au bastingage, elle l'avait enlacé et ils s'étaient embrassés. La jeune fille s'était cachée pour mieux voir. Elle avait reconnu la femme. Déjà, avec le petit frère, ils ne se quittaient plus. C'était une femme mariée. Il s'agissait d'un couple mort. Le mari paraissait ne s'apercevoir de rien. Pendant les derniers jours du voyage, le petit frère et cette femme restaient toute la journée dans la cabine. Ils ne sortaient que le soir.
Pendant ces mêmes journées, le petit frère regardait sa mère et sa sœur sans les reconnaître, aurait-on dit. La mère était devenue farouche, silencieuse, jalouse. Elle, la petite, elle pleurait. Elle était heureuse, croyait-elle, et dans le même temps elle avait peur de ce qui arriverait plus tard au petit frère. Elle avait cru qu'il les laisserait, qu'il partirait avec cette femme, mais non, il les avait rejointes à l'arrivée en France. Elle ne sait pas combien de temps après ce départ de la jeune fille blanche, il a exécuté l'ordre du père. Quand il a fait ce mariage qu'il lui ordonnait de faire avec la jeune fille désignée par les familles depuis 10 ans, couverte d'or elle aussi, des diamants, du jade. Une Chinoise elle aussi originaire du Nord, de la ville de Fouchouenne, venue accompagnée de famille. Il a dû être longtemps à ne pas pouvoir être avec elle, à ne pas arriver à lui donner l'héritier des fortunes. Le souvenir de la petite Blanche devait être là, couché, le corps là, en travers du lit. Elle a dû rester longtemps la souveraine de son désir, la référence personnelle à l'émotion, à l'immensité de la tendresse, à la sombre et terrible profondeur charnelle. Puis le jour est arrivé où ça a dû être possible. Celui justement où le désir de la petite Blanche devait être tel, intenable à un tel point qu'il aurait pu en retrouver son image entière comme dans une grande et forte fièvre, et pénétrer l'autre femme de ce désir d'elle, l'enfant Blanche. Il avait dû s'être retrouvé par le mensonge, au-dedans de cette femme, et par le mensonge, faire ce que les familles, le ciel, les ancêtres du Nord attendaient de lui, à savoir l'héritier du nom. Peut-être connaissait-elle l'existence de la jeune fille blanche. Elle avait des servantes natives de Sadek qui connaissaient l'histoire et qui avaient dû parler. Elle ne devait pas ignorer sa peine. Elles auraient dû être du même âge toutes les deux, 16 ans. Cette nuit-là, avait-elle vu pleurer son époux? Et, se voyant, l'avait-elle consolé? Une petite fille de 16 ans, une fiancée chinoise des années 30, pouvait-elle, sans inconvenance, consoler ce genre de peine adultère dont elle faisait les frais? Peut-être qu'elle se trompait, peut-être avait-elle pleuré avec lui, sans un mot, le reste de la nuit. Et puis qu'ensuite serait venu l'amour, après les pleurs. Elle, la jeune fille blanche, elle n'avait jamais rien su de ces événements-là. Des années après la guerre, après les mariages, les enfants, les divorces, les livres, il était venu à Paris avec sa femme. Il lui avait téléphoné. « C'est moi. » Elle l'avait reconnu dès la voix. Il avait dit « Je voulais seulement entendre votre voix. » Elle avait dit « C'est moi. Bonjour. » Il était intimidé. Il avait peur comme avant. Sa voix tremblait tout à coup. Et avec le tremblement, tout à coup, elle avait retrouvé l'accent de la Chine. Il savait qu'elle avait commencé à écrire des livres. Il l'avait su par la mère qu'il avait revue à Saigon. Et aussi pour le petit frère, qu'il avait été triste pour elle. Et puis il n'avait plus su quoi lui dire. Et puis il le lui avait dit. Il lui avait dit que c'était comme avant, qu'il l'aimait encore, qu'il ne pourrait jamais cesser de l'aimer, qu'il l'aimerait jusqu'à sa mort.